Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-9. Très bon début de journée. Tout de suite, c'est le journal. En voici les principales informations avec à la une la Syrie et les djihadistes qui avancent. Les frappes de la coalition internationale se sont intensifiées, mais elles sont encore insuffisantes pour le Pentagone. La France soutient la proposition turque de créer une zone tampon entre la Turquie et la Syrie. À la une également, l'Espagne toujours mobilisée contre le virus Ebola. 3 nouvelles personnes ont été admises à l'hôpital Carlos III de Madrid, ce qui porte désormais à 7 le bilan des hospitalisations. On fait le point dans ce journal avec notre correspondante Marie Bolinches. Elle sera en direct de Madrid. Et puis, nous nous intéresserons à la culture du cactus au Maroc, une vraie mine d'or pour beaucoup d'agriculteurs dans la région du Souss Massa Daraha. Le reportage, c'est à suivre dans cette édition. Mais avant cette information, le Maroc a réitéré devant la 4e commission de l'ONU son ferme attachement au processus politique au Sahara marocain, processus qui passe impérativement par la neutralité du secrétariat des Nations Unies et l'impartialité de la MINURSO. Le Maroc avertit que toute tentative de dépassement de ce mandat mettrait en danger la présence même de cette mission et dénonce l'implication de l'Algérie sur cette question, exerçant son droit de réponse à certaines délégations qui ont prôné l'élargissement du mandat de la MINURSO pour y inclure un mécanisme des droits de l'homme ou appelé à l'autodétermination. Le représentant permanent adjoint du Royaume du Maroc à l'ONU a souligné que le Maroc s'opposait fermement à tout changement des principes et paramètres présidant tant à la présence de la MINURSO au Sahara qu'à la facilitation de la négociation politique. Et on fait le point à présent sur la Syrie et nous allons le voir, les djihadistes ont donc avancé sur Kobané, ils ont reçu des renforts et même si les frappes de la coalition se sont intensifiées, le Pentagone les juge pour l'instant insuffisantes, une situation qui déplaît aux voisins turcs qui appellent le gouvernement à passer à l'action. Manal Ardali. Kobané peine encore à retrouver la paix. Elle est toujours le théâtre de combats acharnés entre les djihadistes qui l'assiègent depuis lundi et les combattants kurdes assistés par la coalition internationale. Selon l'armée américaine, les États-Unis et leurs alliés ont intensifié hier leurs frappes près de Ain al-Arab, située à la frontière avec la Turquie. Les forces kurdes tentent de garder le contrôle de la ville. Nous sommes déterminés à couper la communication entre les extrémistes irakiens et syriens. Nous avons maintenant l'intention de fermer cette section de chemin de fer qui s'étend sur 400 ou 500 km entre le nord de la ville de Rabia et Ramadi. Les États-Unis ont lancé hier 8 nouvelles frappes près de Kobané. Ils ont détruit des positions de l'EI, mais les djihadistes ont avancé et reçu des renforts en hommes et en équipement. La situation inquiète de plus en plus les habitants de cette ville, effrayés par les exactions de Daesh. Daesh nous a attaqués. Nous avons quitté nos villages. Ils disent qu'ils tuent les mécréants, mais nous ne sommes pas des mécréants. S'ils sont des musulmans, pourquoi nous combattent-ils ? Ils ne sont pas des musulmans. Ils ont décapité nos femmes, ils ont pris notre argent, nos animaux, tout ce qu'on possède. La bataille de Kobané a embrasé les rues turques où au moins 21 personnes sont mortes. Des affrontements entre la police et des manifestants pro-kurdes sont déclenchés par ce qu'ils qualifient l'indifférence d'Ankara face à ce qui arrive en Syrie. Le gouvernement turc a imposé mercredi un couvre-feu militaire dans une partie du sud-est du pays. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a plaidé pour une opération militaire terrestre contre l'EI, mais ses troupes tardent à franchir la frontière. Et sur le plan de la diplomatie, François Hollande soutient la proposition turque de créer une zone tampon entre la Turquie et la Syrie. Il s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue Recep Tayyip Erdogan. Pour le président français, il s'agit d'éviter le massacre des populations au nord de la Syrie. Londres et Washington se disent prêts à en discuter. Cette zone tampon permettrait l'accueil des déplacés par les combats dans le nord du pays où s'affrontent, on le rappelle, les milices kurdes
et les combattants de Daesh. À noter que les réfugiés en Turquie sont estimés à quelques 200 000 personnes. Aux autorités libyennes pour établir... Voilà pour le dossier de la lutte contre l'État islamique au Yémen. À présent, c'est toujours la confusion. Le Premier ministre Ahmed Ben Moubarak, fraîchement désigné par le président, c'était mardi, à peine nommé, il démissionne. En cause la contestation de sa nomination par les rebelles chiites. Les rebelles qui contrôlent Sanaa depuis le 21 septembre dernier. On rappelle que le cessez-le-feu parrainé par les Nations Unies prévoit également le retrait des rebelles de la capitale, leur désarmement et la relance du processus politique au Yémen. L'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est donc l'Espagne. L'Espagne toujours mobilisée contre le virus Ebola. On apprend que 3 nouvelles personnes ont été admises à l'hôpital Carlos III de Madrid, 2 médecins et un infirmier, ce qui porte désormais à 7 le bilan des hospitalisations, dont un cas avéré. Les 2 médecins ont été en contact avec l'aide-soignante contaminée. En tout, une 50aine de personnes ont pu être en contact avec la malade et le religieux décédé le 25 septembre dernier. On va tout de suite tenter d'en savoir un peu plus avec notre correspondante en direct de Madrid, Marie Bolinches. Marie, bonjour. Bonjour Naïma. Alors Marie, la première question qu'on se pose, c'est évidemment quel est l'état de santé actuel de l'aide-soignante et des autres patients hospitalisés? Écoutez, les nouvelles sont plutôt bonnes, en tout cas en ce qui concerne Teresa Romero, cette aide-soignante, puisqu'elle a pu s'entretenir hier par téléphone avec des journalistes du pays. Elle leur a dit qu'elle allait mieux et qu'elle n'avait plus de fièvre. Cela signifie que les traitements expérimentaux dont elle a bénéficié ont fonctionné. D'une part, elle a reçu une transfusion sanguine. Il s'agit en fait d'un sérum développé à partir du sang d'une missionnaire africaine guérie qui aurait développé des anticorps contre Ebola. Ensuite, Naïma, on lui a également administré un traitement qui, pour le moment, n'avait été testé que sur les rats, l'Avigan, mais dont l'OMS avait autorisé l'expérimentation sur les humains. C'est donc peut-être un espoir pour les malades d'Ebola. D'accord. Marie, il y a aussi cette polémique qui entoure les autorités sanitaires espagnoles sur le manque de planification et de formation des personnels sanitaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Effectivement, beaucoup d'experts en santé publique reprochent au gouvernement, vous l'avez dit, son manque de planification dans la gestion de la crise. Selon eux, les protocoles qui sont en vigueur en Espagne sont aussi exigeants qu'en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Il n'y a donc pas de problème sur ces protocoles. Une loi de santé publique existe d'ailleurs ici, Naïma, en Espagne, depuis 2011 pour définir l'ensemble des mesures nécessaires en cas d'épidémie de fièvre hémorragique comme Ebola. Mais pour des raisons budgétaires, le gouvernement espagnol ne l'a jamais appliquée. Ces reproches sont confirmés ce matin par le médecin dont vous avez parlé dans votre journal, le médecin qui est hospitalisé et qui s'est occupé de Teresa Romero aux urgences dimanche. Il a dû attendre plus de 10 heures pour qu'on lui fournisse une combinaison spécifique. Mais cette combinaison était finalement trop petite et ses bras et ses jambes ont pu être exposés. Enfin, les professionnels de santé ont manifesté hier soir devant l'hôpital Carlos III pour dénoncer l'absence de formation au protocole justement édicté par l'OMS. Au total, il n'aurait eu que 15 minutes de réunion pour être sensibilisé à ces protocoles. Certains syndicats hospitaliers, Naïma, appellent même à la démission d'Ana Mato, la ministre de la Santé espagnole. Marie Bolinches en direct de Madrid pour Média TV. Merci pour ces précisions. On vous retrouve bientôt. Et puis, toujours à propos d'Ebola, le patient libérien atteint du virus, le premier à avoir été diagnostiqué hors d'Afrique, eh bien, il est finalement décédé hier matin à Dallas où il était hospitalisé. Washington a annoncé des contrôles renforcés dans 5 aéroports. Ottawa, au Canada, a aussi annoncé le renforcement du contrôle des voyageurs en provenance des pays africains qui sont touchés par Ebola. Au total, la fièvre hémorragique a fait près de 9000 morts en Afrique de l'Ouest. 3000 morts en Afrique de l'Ouest. 5 pays sont touchés dans la région. Sierra Leone, Guinée, Libéria, Nigeria, Sénégal. C'est donc le dernier bilan de l'OMS. À ce propos, je vous propose d'écouter le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Pour en finir avec Ebola, il faut plus que des provisions. Nous avons besoin de l'aide de tout le monde, à commencer par l'assistance du gouvernement guinéen puis celle des autres organisations. Il est question de convaincre les populations de se soutenir. Chacun est censé prendre soin de l'autre. Tout le monde est appelé à laver ses mains, à prendre conscience des risques et à s'assurer que les enterrements se déroulent dans de bonnes conditions. Cela va prendre du temps, quelques semaines ou quelques mois, mais nous devrons tous participer au combat contre Ebola et mobiliser toutes les ressources nécessaires. Et au Maroc, à présent, on vous parle ce matin d'un fruit très apprécié chez nous, la figue de Barbarie. On va s'intéresser plus exactement à la plante qui porte ce fruit, c'est le cactus. Une vraie mine d'or pour beaucoup d'agriculteurs dans la région du Souss Massadra. Mais la culture de cette espèce fruitière et fourragère est plutôt compliquée. Voyez le reportage de Bouali Redouane, Amrani Tarek. Le récit est signé Amina Ben Khalek. Voici l'or vert de Souss Massadra. Dans cette région, le cactus fait partie du décor. Sa culture est génératrice de revenus pour des milliers d'agriculteurs, car c'est l'un des piliers de l'économie locale. Pas étonnant que le cactus passe au crible des centres de recherche agronomique. Il fait partie des 6 produits essentiels pour le développement de la région. Le cactus est très présent à Souss Massadra, mais c'est surtout Sidi Ifni qui est connu pour sa production. Ici, nous faisons de nouvelles expériences sur cette plante pour mieux la connaître. Le cactus doublement important pour le Maroc, car l'espèce produit des fruits, les figues et du fourrage pour le bétail. C'est aussi une plante qui s'adapte à la sécheresse. L'idéal pour une agriculture durable des régions arides, mais pour beaucoup d'agriculteurs, le cactus n'est pas exploité comme il faut dans la région Souss Massadra. Pour la plupart des agriculteurs, la saison commence dès le mois de juillet au moment de la récolte. Mais normalement, elle devrait commencer en septembre ou en octobre si l'on veut de meilleurs résultats. C'est ce qu'ont prouvé les recherches. Des recherches pour valoriser le cactus et son fruit, la figue de Barbarie. Car malgré la demande croissante, la production a longtemps été gâchée. Les agriculteurs perdaient 40% de cette production faute de conservation. Mais le pilier 2 du plan Maroc Vert est arrivé à la rescousse avec plusieurs projets pour encadrer la filière. Avec ses 3700 km de côte, le Maroc est devenu une destination très prisée par les amateurs de voile, un sport qui reste toutefois inaccessible pour la majorité des Marocains puisqu'il est considéré comme étant plutôt coûteux. Plus de détails dans ce sujet signé Salma Bouchafra. Dernier préparatif avant le début de la compétition. Les navigateurs règlent les derniers détails avant d'entamer la course. Ici, sur la côte de Mdirk, les amateurs de voile sont venus défier le vent et la mer. Ils arrivent des 4 coins du monde. La compétition est très forte. La mer au Maroc est très différente. Aux Émirats arabes unis, le vent souffle dans une seule direction, alors qu'ici, il souffle de la droite vers la gauche et vice-versa. Un sport qui demande une maîtrise des techniques de navigation et des équipements dont le prix n'est pas à la portée de tous. Les professionnels de ce sport se plaignent du manque de soutien. S'il y a peu de gens qui pratiquent ce sport, c'est surtout à cause des prix astronomiques des bateaux. Grâce à Dieu, il y a des clubs, mais ils ne reçoivent aucune aide pour acheter des voiliers. Nous avons besoin seulement de soutien et vous verrez le nombre de personnes pratiquant ce sport augmentera. Aux commandes des voiliers, on ne trouve pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. Ces dernières années, le sport du voile se féminise. Expérimentées ou amatrices, de plus en plus de femmes s'y mettent. Et voilà, pour le journal ce matin, on va s'intéresser à l'actualité en France. Avec notre correspondante à Paris, Anne Souhaitemont. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, on va commencer par une nouvelle affaire, encore une, qui compromet décidément le retour en politique de Nicolas Sarkozy.
Oui, alors Naïma, vous le savez sans doute, il y a eu l'affaire Bettencourt, il y a eu l'affaire des sondages, il y a eu l'affaire Karachi, il y a eu aussi la fameuse affaire Big Balion. Eh bien, il y a désormais l'affaire des hélicoptères kazakhs. Alors en fait, c'est une information qui a été diffusée il y a quelques jours par le journal de référence Le Monde. On apprend que la justice française cherche depuis plusieurs mois déjà à savoir si Nicolas Sarkozy et ses proches sont intervenus auprès de politiques belges. Oui, cela implique un autre pays, donc intervention ou pas auprès de politiques belges pour sauver 3 responsables kazakhs avec qui la France était en affaires et faciliter la vente d'hélicoptères, vente dont une partie du montant aurait fait l'objet de rétrocommissions. Alors c'est une affaire qui est manifestement assez compliquée. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que 2 juges d'instruction sont en train de travailler en ce moment et ils ont été saisis pour plusieurs chefs d'inculpation. D'abord blanchiment en bande organisée, corruption d'agents publics étrangers, ce sont les fameux Belges, et puis complicité et recel de délits. Alors l'enquête de ces juges se concentre d'abord sur ces fameux contrats qui ont été signés en 2010 entre la France et le Kazakhstan pour 2 milliards d'euros. Et les juges se demandent si la vente de plusieurs hélicoptères, les fameux hélicoptères kazakhs, a donné lieu en France à des rétrocommissions ou pas. C'est un peu le premier volet de l'affaire. Le deuxième volet, c'est outre ces rétrocommissions, la justice soupçonne Nicolas Sarkozy d'être intervenu auprès du Sénat belge, d'avoir fait pression pour permettre à des responsables kazakhs d'éviter la prison. Et comme par hasard, 10 jours plus tard, et ça c'est sûr, c'est un fait, eh bien la France a signé des contrats pour vendre des hélicoptères au Kazakhstan. Alors évidemment, pour le moment, on en est au début de l'affaire, la justice cherche, Nicolas Sarkozy n'est donc officiellement coupable de rien, il y a la présomption d'innocence, mais ce qui est sûr, c'est que les révélations sur ces affaires se font de plus en plus importantes, presque tous les jours, presque quotidiennes, depuis que Nicolas Sarkozy est revenu en politique, depuis qu'il a fait son grand retour, donc ça va être très compliqué pour lui. Que dit Nicolas Sarkozy? Eh bien pour l'instant, pas grand-chose, enfin il nie dans ses meetings, puisqu'il est désormais en campagne, il explique eh bien que les juges essaient de le salir, qu'ils n'ont qu'un objectif, c'est de vouloir sa peau, de l'accuser. Eh bien, on verra si ça fonctionne, mais pour l'instant, ça m'a l'air très compromis. Effectivement. Anne, rien ne va plus non plus au pays de Mickey. Oui, Naïma. Et le problème, c'est que Mickey n'est pas Picsou, pour ceux qui connaissent tous ces personnages de dessins animés. Alors évidemment, on parle d'Euro Disney, du parc d'attractions en banlieue de Paris. C'est la première destination touristique de France. Et le problème, eh bien, c'est qu'elle perd beaucoup trop d'argent. Du coup, en début de semaine, il y a eu une réunion d'urgence en région parisienne. Le groupe américain a annoncé une recapitalisation massive. Il va falloir injecter beaucoup d'argent pour un montant d'à peu près 1 milliard de dollars. Vous imaginez, c'est absolument énorme. Et les actionnaires minoritaires, dont un prince dans le Golfe, par exemple, ont réservé leur réponse. Il faut dire que le parc n'en est pas à ses premières difficultés financières, puisque confronté à une érosion du nombre de ses visiteurs, il a déjà frôlé par 2 fois au moins le dépôt de bilan, en tout cas 2 fois officiellement. C'était en 1994 et en 2004, c'est-à-dire il y a 10 et 20 ans. Sa perte nette l'an dernier s'élève à plus de 100 millions d'euros, ce qui est absolument considérable. C'est une énorme machine en plus sur Disney, il faut le savoir, puisqu'ils emploient 15 000 personnes. Donc c'est un bassin d'emploi. Difficile de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir tant de difficultés financières alors que l'entrée coûte, imaginez-vous Naïma, 73 € par personne. Oui, effectivement, le ticket d'entrée est un peu cher. Merci beaucoup, Anne Souhaitement en direct de Paris pour Média TV. À bientôt, Anne. Tout de suite, on va passer à la revue de presse. Elle est signée Taoufik Nasseri. Restez avec nous. On revient tout de suite après.